Sur l'actualité, bienvenue à tous. L'Assemblée nationale a débuté ce lundi l'examen du projet portant modification de la loi électorale. Malgré l'ambiance peu commode imposée par les députés de l'opposition, la plénière a examiné ce texte de loi sous la présidence d'Aubin Minakou. Ce projet a été présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, qui a démontré la nécessité de doter la République de cette disposition. Et bien évidemment, on a invité sur ce plateau pour commenter cet examen à l'Assemblée nationale, François Nzekouye, qui est député national. Bienvenue. Merci. Alors, première question, quelle est la nécessité justement de cette loi électorale? Cette loi vient fondamentalement corriger une injustice grave qui a existé avec la loi de 2006, qui faisait que les circonscriptions électorales étaient dotées en nombre de députés sur base des personnes enrôlées et non sur base des nombres de la population réelle. Et cela a fait que beaucoup de circonscriptions électorales surpeuplées ont été sous-représentées, pendant que des petites circonscriptions non peuplées ont été représentées parce que l'enrôlement a été massif sur ces circonscriptions. C'est une injustice grave qu'on ne peut pas tolérer. Et c'est pour cela, du reste, qu'on a introduit les mécanismes de recensement, je dis bien voulus par toute la classe politique congolaise. J'ai rappelé que le 5 juillet 2012, nous avons fait une évaluation du processus électoral et une des deux recommandations qui ont été formulées par l'ensemble des parlementaires, opposition comme majorité, était de revoir la loi électorale et d'organiser les recensements de population. Oui, vous avez relevé certaines failles. Alors, quelles sont justement les innovations de cette nouvelle loi? Les innovations sont nombreuses. La première, c'est qu'effectivement, les quotient électoral sera fait sur base des nombres d'habitants d'une circonscription électorale quelconque et non sur base du nombre de personnes enrôlées. Mais en même temps, nous venons corriger beaucoup d'irrégularités dans le processus électoral. La première, c'est qu'on contraint la CENI de publier les listes des électeurs 30 jours avant et que les électeurs doivent être électeurs là où ils ont été identifiés comme étant électeurs et non pas à 10 km ni à 20 km. En même temps, on permet à ce que les agents de la CENI qui sont reconnus coupables d'un certain nombre d'actes de malversation, comme on l'a connu abondamment en 2011, soient sanctionnés et de manière pécuniaire et de manière de peine d'emprisonnement, en même temps qu'ils peuvent être révoqués par la CENI, ce qui n'était pas à l'époque une disposition. Une autre innovation, c'est qu'aujourd'hui, les PV des résultats des votes peuvent être réclamés par les partis politiques ou par les candidats à tout moment. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été élues, mais qui n'ont pas été proclamées et qui n'ont même pas eu les moyens de contester les résultats des votes parce qu'ils ne disposaient pas de PV. Et donc, voilà trois innovations que j'aimais, sans oublier bien évidemment l'innovation majeure vis-à-vis des femmes, parce qu'on a décidé que sur les listes électorales, il y ait 30% de femmes, ce qui n'était pas une obligation dans l'ancienne loi, ce qui vous permettra, vous les dames, d'être plus représentées de façon juste et respecter l'article 14 de la Constitution qui veut qu'on puisse avoir une représentation équitable. Que la femme soit également représentée. Voilà. Alors, nous avons vu un tohu dans la salle et vous-même avez assisté à cette ambiance peu commode. Pourquoi avoir alors accepté cette atmosphère dans la salle? L'expression de la démocratie veut qu'on laisse les députés s'exprimer à leur manière. Et vous êtes rendu compte personnellement que cette ambiance s'est émoussée de soi-même à un moment donné et la plénière s'est déroulée normalement. C'est montrer qu'on veut réprimer la liberté des personnes au Congo. Chacun a la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'il veut, même si, comme je l'ai dit, les opposants aujourd'hui disent une chose et son contraire. Dans les conclaves de l'opposition qui étaient tenus au centre Félix Mobutu, les opposants ont exigé que les recensements soient impréalables aux élections. Justement, en parlant du recensement, oui. Et donc selon l'opposition, le recensement de l'ONIP ouvrirait la voie vers un glissement des institutions. J'ai dit, madame, est-ce que quand l'opposition l'a dit en 2013, en disant que les recensements peuvent prendre 3 ou 4 ans, ne savait-il pas que cela était possible? Et pourquoi se meuvent-ils simplement quand il s'agit d'un éventuel glissement des mandats des députés nationaux qu'ils sont et du président de la République, et ils ne se meuvent pas du fait qu'aujourd'hui, les sénateurs, les gouverneurs et les députés provinciaux sont encore en fonction 3 ans après la date pour laquelle ils devraient être élus. Quel est leur intérêt caché dès lors qu'eux-mêmes, ils ont été les premiers à réclamer? Vous vous rappellerez qu'en 2005, l'opposition a boycotté les élections parce qu'ils ont estimé qu'on devait commencer les élections, pas les élections locales, et qu'on devait commencer par les recensements. Aujourd'hui, nous adhérons à leur thèse
il faut marche arrière. Ça veut dire que c'est des marchandages politiques propres à l'opposition qui n'a pas de point de vue à émettre et qui cherche à distraire la population. Le peuple congolais, nous allons aller de l'avant pour qu'il y ait des élections qui soient organisées de manière à permettre à chaque citoyen de s'exprimer et à chaque candidat d'avoir ce droit tel que la population le lui donne. Voilà, merci François Nzekouye pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes député national. Merci. Et puis, vous le savez, lundi, plutôt dimanche, la police a empêché une marche de quelques partis d'opposition dans la capitale en signe de protestation contre le projet de loi électoral déposé au Parlement il y a une semaine par le gouvernement pour examen. Et ce lundi, la police vient également de disperser à coups de gaz lacrymogène le mouvement de sit-in qui devait se tenir devant le Parlement. Guy Chungu, Fabien Lumbala. Si l'on ne s'en tient qu'à ces images prises ce lundi à 20 midi, le palais du peuple, siège du Parlement congolais à Kinshasa-Lingwala, n'est pas encerclé par les militants de l'opposition politique. Le boulevard triomphal est vide. La police, ville de Kinshasa, a déployé plusieurs éléments pour assurer la sécurité. Il y a des attitudes que nous ne pouvons pas adopter par rapport. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez penser faire, il faut informer les chefs. Voilà ici où je suis, la situation qui est en face de moi. Il ne faut pas adopter des attitudes qui ne sont pas protégées par la loi. Juste à côté, quelques figures d'éperons de l'opposition congolaise, Jean-Claude Vouemba de MPSR, Vital Kamere de l'UNC, Koudoura Kassongo Mwanalwaba, Franck Diongo, tous sont sur les lieux. Mais ils n'ont pas réussi à mobiliser un grand nombre de la population. Ils ont tout de même osé, mais leur démarche n'a pas été un franc succès. Une aubaine pour la presse internationale de faire son affaire, à chacun sa presse, dit-on. Autre titre, le Premier ministre Matata Ponyo séjourne dans le Katanga. C'est une mission d'inspection qui le conduit dans les postes frontaliers du pays. Marlon Kachamou pour plus de précisions. Ce lundi matin, la journée de travail du Premier ministre a commencé non pas par la troïka stratégique, mais par une visite à Kasumbalesa, poste frontalier avec la Zambie. Le Premier ministre entend renforcer la lutte contre la fraude douanière qui est l'un des maux qui ronge l'économie congolaise, une économie que Matata Ponyo s'est juré de placer sur la rampe de l'émergence. La bonne tenue des indicateurs économiques et du climat des affaires dépendront en grande partie du civisme fiscal. Ici, deux camions de gros tonnage venant de la Zambie s'arrêtent de l'autre côté de la frontière et la cargaison est ramenée en RDC sur le vélo ou sous les têtes des commerçants. Plus loin, le chef du gouvernement s'est rendu à Whisky. À l'endroit même, un incendie s'est déclaré au mois de novembre dernier. Le Premier ministre a exhorté les services compétents à améliorer les conditions sécuritaires. Auparavant, il s'est imprégné du fonctionnement de différents services au niveau de frontières avant de découvrir le système ultramoderne de monitoring à Kasumbalesa et la tour de contrôle, le scanner et le pont bascule qui a cessé de fonctionner depuis 2 années. De retour à Lubumbashi, le Premier ministre est passé par le péage de Kisanga où se font les dernières formalités avant d'atteindre Lubumbashi. Ceci n'est qu'une étape, une première étape d'une longue tournée que le chef du gouvernement congolais va entreprendre dans d'autres postes frontaliers où passe un grand flux d'échanges internationaux qui génèrent de recettes par douane interposée. Les relations entre la Belgique et la RDC, le projet Grand Inga et le niveau de coopération entre la RDC et la Corée du Sud. Ces sujets ont été abordés ce lundi entre les vice-ministres de la coopération et celui des Congolais de l'étranger avec leurs différents visiteurs, à savoir les ambassadeurs de Belgique, de la Corée du Sud et de l'Afrique du Sud en RDC. Michel Lachenko est venu parler avec le vice-ministre des Congolais de l'étranger Antoine Boyamba des relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Nous avons évidemment évoqué les problèmes qui sont dans l'attribution de monsieur le ministre, monsieur le vice-ministre, à savoir les Congolais à l'étranger. Vous savez, Bruxelles est une ville importante où vit une large communauté congolaise. Donc, nous avons parlé à la fois de la diaspora congolaise en Belgique, des problèmes que ça pose, des opportunités que ça offre aussi dans le domaine économique, dans le domaine culturel et aussi dans le domaine politique, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de
Congolais ou Belges d'origine congolaise qui sont des mandataires publics chez nous en Belgique. De l'autre côté du couloir, le vice-ministre de la coopération internationale, Franck Mouedi Malila, a conféré avec le chargé d'affaires de l'ambassade d'Afrique du Sud en République démocratique du Congo sur le projet INGA 3. Le vice-ministre et moi, nous nous sommes parlé plus particulièrement sur le dossier de INGA, qui est important, n'est pas que pour l'Afrique du Sud et le Congo, mais en effet pour le continent entier. Nous avons aussi parlé d'un autre dossier qui est très important pour nous, c'est ça de la coopération agricole. L'évaluation de la coopération entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo, entre Aung San Suu Kyi et le vice-ministre de la coopération internationale, a bouclé la série des audiences de ce lundi au ministère des Affaires étrangères. Dans l'actualité également, cet échange entre le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mwamba, avec une délégation de la société civile du Nord Kivu, conduite par son président Thomas Dakamwiti. Eh bien, les deux parties ont fait une évaluation du Forum social sur la paix à Béni, mais aussi une évaluation de l'accord de paix. Jimmy Mavouba. Ces hôtes sont tous deux membres du comité de suivi des résolutions du dialogue social tenu récemment à Béni pour les retours d'une paix durable dans cette partie du pays où ont été perpétrés il y a peu des massacres de plus de 200 personnes. C'est face à face avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi leur a permis d'évaluer ces dialogues, mais aussi l'accord cadre d'Addis Abeba. Le mécanisme de suivi devait être informé des résultats qui ont été atteints. Nous avons fait des consultations des acteurs de la société civile pour essayer de comprendre le contenu de l'accord. Cette volonté de la société civile de participer dans ces processus de paix enclenchés est saluée par François Mwamba. Nous avons été très heureux de pouvoir faire cet échange de manière à définir les voies et moyens d'implication de la structure qui est la nôtre dans la promotion de différentes résolutions et recommandations qui ont été prises lors donc de ce grand forum qui a eu lieu à Béni. Très prochainement aura lieu à Bujumbura une réunion entre les pays de la région de Grand Lac. La société civile congolaise participera à ces assises, une façon pour elle de s'imprégner des avancées réalisées pour la paix dans la région de Grand Lac. 4 morts au cours de l'année 2014 parmi les pensionnaires de la prison centrale de Kalemi. C'est le résultat de la promiscuité qui y règne. Ces détenus sont décédés de dermatose, de gastrite plutôt, ou de tuberculose. Les autres restent exposés au risque permanent de contagion. Les détails de notre correspondant Bienfait Mohamedi Abdallah depuis Kalemi au Katanga. Au centre des interrogations, la promiscuité dans la prison centrale de Kalemi inquiète. Des activistes des droits de l'homme, les autorités carcérales et même les autorités politico-administratives sont dépassés par cette question de l'étroitesse que présente depuis belle lurette la prison centrale de Kalemi. Construite en son temps pour 250 détenus, elle compte à ce jour 555 pensionnaires, le double de ses capacités. Pour le commissaire du district du Tanganyika, cette prison érigée pour la population de Kalemi est aujourd'hui appelée à héberger même les ressortissants des provinces voisines en conflit avec la loi. Jean-Félix Ilungampafou. Il faut comprendre que cette prison-là était conçue en fonction de la population de Kalemi. On dit au Kalemi, on peut avoir beaucoup d'actes d'humanité, beaucoup d'actes et autant d'infractions. On peut emprisonner autant de certaines populations, la mentalité. Mais maintenant, avec la frontière, comme sur la frontière d'autres, les Mississippi, tous les volets, tous les bandits qui viennent de là, tous les anciens militaires qui viennent chez nous, mais on peut multiplier la criminalité chez nous. Ce qui me dépasse un peu. Organiser des convois vers le Bumbashi, je ne sais pas quoi, il faut beaucoup d'efforts. Et nous, on ne sait pas décentraliser. Par ailleurs, des cas de décès dus aux épidémies surviennent déjà dans cette prison centrale. La directrice de la prison centrale parle de 4 morts, soit des dermatoses, des gastrites ou des tuberculoses. Ainsi la crainte. La prison centrale de Kalemi ne dispose d'aucune pièce d'isolement des malades potentiellement contagieux. Interrogé à ces propos, le procureur de la République près le parquet des grandes instances du Tanganyika, Thierry Benjamin Kayumba, affirme que des efforts sont consentis afin d'arriver à désengorger la prison centrale de Kalemi. De Kalemi justement, Bienfait Mohamedi Abdallah, Télé 50.
On va parler à présent de l'Union des filles et fils de Kabamba. Ce territoire situé à plus de 450 km de Kindu, dans le sud de la province du Maniema. Tout récemment, lors d'une cérémonie d'échange de vœux entre ses membres, ils ont formulé le vœu de voir ce coin du pays bénéficier des programmes de développement du gouvernement de la République. Ils ont par ailleurs salué l'entrée de certains d'entre eux dans le gouvernement de